c'est le son de l'explosion qu'ont entendu les habitants de Kiev ce matin dans leur ciel, puisque plusieurs explosions ont été entendues. Charline Hurel, vous êtes avec nous en direct de Kiev. Est-ce que on a des précisions sur ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Les informations arrivent au compte-gouttes en ce moment même. Vous les entendez, hein, ces images qu'on a tournées il y a quelques minutes. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'appels au niveau des urgences, des services de secours pour qu'ils se rendent dans certains quartiers de Kiev. Il y a 3 quartiers qui sont actuellement identifiés et il y aurait cette information que des immeubles résidentiels auraient été touchés. Pour le moment, on ne sait absolument pas ce qu'il se passe réellement. Est-ce qu'il y a des victimes ou pas? C'est évidemment encore trop tôt pour le dire. Mais les services de secours nous disent qu'ils sont véritablement mobilisés après ces frappes arrivées il y a à peine une dizaine de minutes. La question évidemment est cruciale puisque depuis vendredi on s'interroge sur le point de savoir comment Poutine éventuellement va utiliser l'attaque de Moscou. 137 morts revendiqués par l'État islamique qui n'en a jamais dit un mot pour l'instant. Pas un mot, il incrimine les Ukrainiens. Donc des tirs qui sont entendus dans le ciel au-dessus de Kiev sont toujours inquiétants. Les Ukrainiens sont dans cet état d'esprit, Charline, précisément de redouter la vengeance de Poutine. Exactement, et lorsqu'on a entendu d'ailleurs ces explosions, moi j'étais moi-même en train de discuter avec 2 habitants de Kiev qui me disaient on a été chanceux cette nuit, la nuit a été très calme et il y a eu ces explosions à ce moment-là et véritablement ces habitants, vous savez Kiev c'est une capitale qui vit presque normalement parce qu'il y a quand même une certaine résilience et c'est assez loin du front mais depuis plusieurs jours ils nous disent quand même ils sont beaucoup plus à l'écoute de ces alertes qui annoncent des raids aériens. Et d'ailleurs, on a vu les dernières nuits des personnes se réfugier dans le métro, dormir dans le métro parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Alors on a 2 mondes qui se côtoient, le jour où tout le monde travaille, Kiev vit normalement, et puis la nuit où tout le monde redoute ce qu'il va se passer. Mais là, aujourd'hui, avec ce qu'il s'est passé, eh bien, on voit bien que les frappes ne concernent plus la nuit, mais également le jour. Merci beaucoup, Charline. Bien sûr, on vous reprend dès que vous avez des informations supplémentaires sur ces explosions. On s'interroge que peuvent faire les Russes de plus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme riposte? On va en parler avec vous, Amiral Vichot. Merci d'être toujours avec nous, avec Gallagher Fenwick, Galia Ackerman, historienne, spécialiste de la Russie, Thierry Volton, spécialiste du monde communiste, post-communiste, Manon Loiseau, qui nous fait l'amitié d'être encore sur ce plateau. Je voudrais qu'on regarde ensemble ces images de missiles. Elles ont été postées sur les réseaux sociaux. Ce sont des missiles russes destiné à l'Ukraine. Et il y a inscrit, vous pouvez deviner les mots russes, et vous pouvez nous les traduire, Galia. Ce sont des missiles qui donc sont promis à la frappe sur l'Ukraine. Qu'est-ce que vous lisez, Galia? Je lis pour Crocus, c'est-à-dire en vengeance pour Crocus, salopard. Voilà. Donc ça, c'est un mot, un message. Oui. Un message qui est envoyé aux Ukrainiens et qui figure sur ces missiles qui vont faire des dégâts, des morts. Salopard. Crocus, salopard. Autre missile, je crois, avec peut-être une autre inscription. Vous pouvez la distinguer? Crocus City Hall, c'est le nom. Oui, c'est le nom. Pour Crocus. Donc le premier est encore plus explicite. Hein. Oui. Crocus, salopard. Vous n'avez que ce que vous méritez. Oui, c'est ce que disent les Russes, c'est ce que pensent les militaires russes aujourd'hui. Je ne sais pas si tous les militaires le pensent, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit sur les missiles, en effet. Tout à l'heure, on essaiera de joindre Jérôme Garraud pour essayer de comprendre si tous les Russes sont dans cet état d'esprit aussi. Tous les Ukrainiens ont peur. Est-ce que tous les Russes se disent il faut brûler l'Ukraine maintenant que cet attentat est imputé par le Kremlin à Kiev? Maintenant. En tout cas, le Kremlin y travaille. Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'on est passé dans une autre phase. Il faut voir que les 3 jours qui ont précédé l'attentat, il y avait une reprise de l'offensive russe. Il y avait beaucoup plus d'attaques de drones et de missiles sur Kiev, sur Kharkiv, dans la région de Zaporizhzhia. Et donc là, en fait, l'attentat permet de donner encore plus un boulevard à la propagande poutinienne et à la propagande du Kremlin pour anéantir l'Ukraine. Et d'ailleurs, effectivement, le lien qu'il a donné, quand Poutine a prononcé le mot nazi par rapport aux terroristes qui étaient arrêtés ou
aux présumés terroristes qui ont été arrêtés et la comparaison avec le vocable qu'il utilise pour désigner Zelensky et le gouvernement ukrainien là. Moi, j'ai parlé avec mes amis ukrainiens tout le week-end qui sentaient ça, qui se disent ça y est. En fait, non seulement il a été réélu avec plus de 87%, mais cette attaque-là va juste lui permettre de passer à une offensive bien supérieure. Voilà ce que dit le cri presque d'alarme d'un parlementaire ukrainien il y a quelques instants sur Twitter, Horreur absolue à Kiev. En ce moment, c'est inquiétant pour l'Ukraine, immédiatement désigné coupable par Poutine. Non, bien sûr, après en réponse à... Non, c'est pas inquiétant ? Non, bien sûr que c'est inquiétant. Ah, pardon. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Non. Oui, bien sûr que c'est inquiétant. Après, votre question originelle était qu'est-ce que la Russie peut faire de plus ou de pire ? Posons-nous là. C'est-à-dire, que peut-on faire de pire que les massacres de Boutcha, que les adolescents torturés dans les caves de Kherson, que les missiles tirés sur les civils à travers tout le pays, que les villes rasées dans le Donbass ? Donc, je pense que ce piège, celui de la fable que Poutine a construit, va finir par se refermer progressivement sur lui, si vous voulez. L'image que j'ai dans l'esprit, c'est il essaye d'enfermer, parce que vous nous posez la question, est-ce que les Russes croient à cela ? Donc, il essaye d'enfermer les Russes dans une fable. On va prendre Pierre et le loup. Donc, Pierre, évidemment, le bon Russe, et les Ukrainiens, c'est le loup. Sauf que là, il y a un lion qui rentre par effraction dans la fable. Et il faut faire croire que le lion, il est lié au loup. Les islamistes. Et pourquoi je parle d'un lion ? Parce que le lion qui vient de faire effraction, la piste qu'on n'envisage pas, c'est-à-dire que, vous savez, on se dit, est-ce qu'il y a de l'incompétence, est-ce qu'il y a de la conspiration ? Moi, je dis la chose suivante. Déjà, j'aime bien la phrase de Rocard, toujours privilégier l'hypothèse de la connerie à celle du complot. Je ne pense pas qu'il y ait un complot russe. Je ne pense pas non plus qu'il y ait vraiment de conneries. La troisième... Vous ne pensez pas que le FSB est derrière l'attaque de Moscou ? Non, je pense que c'est pire. Je pense que c'est pire que cela. C'est pour ça que je parle d'un lion. Je pense que personne n'envisage la piste de l'ultra-compétence de l'organisation État islamique. Sa capacité de projeter des hommes armés sur des milliers de kilomètres afin de commettre un forfait. Après, on se dit pourquoi est-ce qu'ils se laissent arrêter ? Mais probablement pour aller commettre d'autres forfaits derrière, tuer encore plus, peut-être ailleurs, avec des moyens récupérés, je ne sais où, etc. Et ça, si vous voulez... C'est le piège de cette fable mensongère, parce que vous connaissez la fin de l'histoire, la personne qui n'arrête pas de mentir pour couvrir les mensonges précédents. Au bout d'un moment, ça vous rattrape, aussi diabolique que vous soyez. Et Poutine est un parangon, si vous voulez, en la matière de diabolisme, de génie, de capacité à retourner, si vous voulez, l'incompétence ou les erreurs et d'en faire une cause de mobilisation nationale. Mais là, il a un choix cornélien, j'en termine par là. Pourquoi est-ce que l'organisation État islamique est capable de tuer 137 personnes à Moscou ? Mais parce que la ressource humaine et matérielle est consacrée à l'Ukraine, elle est consacrée à la chasse, à la 5e colonne dans le pays, elle est consacrée à des causes ridicules comme la lutte contre la subversion, comprendre les clubs LGBT à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et qu'identifie l'organisation État islamique ? Une brèche dans laquelle elle s'ouvre. Donc, vous pouvez tirer des kinjals et des calibres sur l'Ukraine, ça ne réglera pas un problème. Juste par parenthèse, si on crie Navalny 4 fois dans la rue, on est arrêté en Russie. En une minute. Si on entre armé jusqu'aux dents dans une salle de concert avec des kalachnikovs à la main, 137 personnes, et il ne se passe rien. Donc vous avez un problème de ressources et d'allocation de cette ressource. Vous avez appauvri, si vous voulez, votre pays. Et maintenant, en fait, soit Poutine retire de la masse d'Ukraine pour traiter un problème qui, lui, est réel. Les vrais nazis, si vous voulez, ce sont les types qui sont venus tuer à Crocus City Hall, et auquel cas il faut qu'il abandonne l'Ukraine, soit il abandonne l'émirat du Caucase, qui va continuer de communiquer et peut-être continuer de frapper. C'est passionnant ce que vous nous dites, parce qu'effectivement, il n'a pas des moyens extensibles. Mais je voudrais revenir sur qu'est-ce qu'il peut faire de plus quand même. Vous dites qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Évidemment, en termes d'appréciation morale, il ne peut pas faire pire que ce qu'il a fait. Mais ma question, c'est est-ce qu'en termes de moyens militaires, de déploiement, de stock de missiles, de vraiment de capacité de tuer, de nuire à l'Ukraine à court terme, est-ce qu'il peut faire plus que ce qu'il a fait ces dernières semaines ? Oui, deux choses. Quelle peut être sa vengeance ?
Alors, sa vengeance va être certainement parce qu'il est dans cet engrenage de s'en prendre encore plus fort à l'Ukraine. C'est manifestement son but. Il exploite cet événement pour cela. Donc là, derrière, on imagine tout le processus de mobilisation ou de renforcement de la loi martiale. Elle est déjà presque à son comble. Elle est presque déjà de fait en Russie. Mais c'est l'occasion ou jamais de proclamer la loi martiale et de passer à une mobilisation plus active. C'est-à-dire de rappeler des classes, d'augmenter le nombre de gens qui partent vers le front pour venger ce qui vient de se passer. Mais je rejoins ce que dit Gallagher. Rien ne prouve aujourd'hui que les 4 personnes qui sont montrées le visage tuméfié après avoir subi la torture et qui sont accusées de cet attentat, rien ne prouve que c'est bien elles qui étaient sur le site. Oui, mais ça, il n'est pas du tout impossible, je rejoins ce que dit Gallagher à l'instant, si vous permettez, il n'est pas du tout impossible que les vrais auteurs de cet attentat se soient échappés. C'est même votre hypothèse. C'est celle que vous privilégiez. C'est assez probable. Ce ne sont pas des hommes qui vont se faire arrêter comme ça, comme par hasard, vers Briansk. J'entends que c'est votre hypothèse. Donc, et à ce moment-là, le problème de Poutine, c'est bien de pouvoir à la fois utiliser la garde nationale, la Rosguardia, dont on a doute de l'efficacité jusqu'à présent, parce qu'elle avait déjà du mal avec les Russes qui arrivaient d'Ukraine, pour le coup, contre l'État islamique. Et là, on s'est probablement pas du tout adapté. Donc, il va être obligé de réorienter ses services de renseignement. Mais ça, on le verra pas. Ça, on ne verra pas. Nous, ce qu'on voudrait savoir, par contre, il va être probablement obligé de renforcer ses protections. Ce que vont voir les Ukrainiens. Parce que la mobilisation... voir les Ukrainiens, c'est incontestablement plus d'attaques. Ce sont ces bombes qui leur sont dédicacées en souvenir du Crocus. Ouais. Ça, c'est toute la propagande qui se met en route. Alors après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer à des attaques de jour et pas seulement de nuit. Mais là, son stock de missiles, il n'est quand même pas infini, donc problème. Ou alors, il peut monter encore d'un cran. Si effectivement, il est passé à la mobilisation générale, il peut reconstituer des forces et passer à une offensive plus musclée ou à un endroit du front. On peut avoir ce genre de choses. Est-ce qu'il peut monter d'un cran dans l'utilisation militaire de l'arme nucléaire tactique. Pourquoi pas, mais ça, à mon avis, il y est complètement verrouillé là-dessus par les menaces qu'il a reçues qui sont très directes. D'une part, des États-Unis d'Amérique qui ont dit que, alors, là, pour le coup, c'est une ligne rouge que Biden n'a pas exprimé comme tel, mais il a bien fait savoir qu'il avait dit à Poutine que s'il franchissait le seuil nucléaire, il le regretterait toute sa vie. Et puis la deuxième chose, c'est aussi les avis très clairs que lui ont donnés ses alliés, à commencer par la Chine et l'Inde. Mais on a quand même un homme qui n'arrive pas à envisager ou à dire que c'est autre chose que l'Ukraine. Est-ce que quand même, ça ne peut pas l'entraîner au-delà de ce qui aujourd'hui rationalise encore sa conception de la guerre? C'est qu'on peut jamais dire jamais, mais c'est... On a quand même un homme qui n'a pas prononcé le nom d'État islamique depuis... ça signifie quand même un enfermement mental qui peut inquiéter, Galia. Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, admettons, ils disent oui, c'est l'État islamique. Alors, il faut frapper l'État islamique. Ils vont faire quoi? Exactement. Ils vont aller dans les montagnes, lâcher des bombes dans les montagnes d'Afghanistan? Non. Donc, il faut trouver un ennemi sur lequel ils peuvent taper. Exactement. Et ils ont déjà cet ennemi. C'est l'Ukraine. Maintenant, Est-ce que ça va lui donner des raisons de taper encore plus fort? Pas dans l'immédiat. Je pense qu'ils peuvent augmenter la fréquence des frappes, le volume de destruction, etc. Mais ce ne sera pas une escalade, il me semble, beaucoup au-delà de ce que nous avons vu jusque-là, parce que l'escalade, elle est déjà présente depuis un moment. Shoigu, vendredi, donc avant les attentats, il a annoncé la création de 2 armées de 14 divisions. Il s'agit au total de 300 000 hommes. Ouais. Mais ces hommes, il faut les recruter, mobiliser, éduquer, former. Ce qui veut dire que ce n'est pas avant la fin de l'année. C'est pas la riposte immédiate. En riposte immédiate, si on exclut l'arme nucléaire tactique, il ne me semble pas que ce soit un degré bien supérieur. Parce qu'on a entendu des Russes dire il faut brûler l'Ukraine. Mais je veux dire, son opinion maintenant, elle est encore plus, si c'est possible, chauffée à blanc contre l'Ukraine, puisqu'elle croit que ce sont les Ukrainiens qui ont tué, qui ont abattu, qui ont exécuté 137 de leurs compatriotes, y compris des enfants. Donc il va devoir quand même leur donner raison d'une certaine façon, enfin en tout cas leur donner il faut couvrir aussi cette faille de sécurité qui est énorme. Est-ce qu'il y a eu une participation au nom du FSB
c'est même pas important. Ce qui est important, c'est que cette menace n'a pas été, il n'y a pas eu de réaction immédiate. On ne sait pas qui on a attrapé. On les a attrapés plusieurs heures plus tard, alors que, vous savez, en Russie, il y a un système, ça s'appelle en russe перехват, interception. Immédiatement, dès qu'il y a un criminel en fuite, même en droit commun, banal, il y a tout un système de barrage routier qui se met en route, etc. Ils ont quand même pu faire 400 km. Oui. Mais ça, dans votre article, vous expliquez bien que tout ça, évidemment... mais il n'empêche que c'est ce qu'il raconte à son opinion, que c'est l'Ukraine, et l'opinion la croit, et la télé russe le relaie. Vous vous souvenez quand les ambassades des États-Unis et de Grande-Bretagne ont appelé leurs ressortissants à quitter la Russie en raison d'attaques terroristes imminentes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient au courant? On connaît le lien qui existe avec le service de renseignement américain, le service de renseignement britannique. C'est très simple, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est un supplétif des services occidentaux. Qui a le moindre doute sur les responsables de l'attaque? Je vous rappelle que depuis, l'Ukraine vit dans la terreur d'avoir été désigné comme coupable. C'est cette nuit, donc, des explosions au-dessus de Kiev. Tout le monde va aux abris. C'est l'horreur, a dit un parlementaire. Il y a quand même un niveau de crainte terrible en Ukraine parce que Poutine les a désignés. Complètement. Et le propagandiste, un des propagandistes numéro 1, qui est Salaviov, en fait, galvanise tout ça. Et tous les médias, et tout l'appareil du Kremlin. Madame Simonian, qui dirige Russia Today, a été la première à dire qu'il fallait aller se venger des Ukrainiens. Ils attisent le feu dans la population. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que dit Salaviov, et c'est ce qui a été repris beaucoup, c'est que comment ça se fait que les services américains savaient qu'il y avait une menace de l'État islamique sur la Russie? Donc ils impliquent qu'en fait, alors ils impliquent pas que les Américains seraient derrière, mais en fait, comme ils le disent, c'est du fake news. Et d'ailleurs, quand Poutine a eu une réunion avec le FSB le 7 mars, le jour même apparemment où l'un des terroristes était en repérage au Crocus Center, et il a dit au FSB que la priorité, c'était l'Ukraine. Donc c'est extrêmement compliqué pour lui de dire aujourd'hui qu'en fait, c'était l'État islamique. Par contre, moi, la question, c'est s'il y a d'autres attaques de l'État islamique, qu'est-ce qu'il va se passer en Russie? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que combien de temps il va pouvoir dire, en fait, c'est Kiev? Alors ça, c'est la question dans la question du maintien de la fiction qu'il entretient depuis vendredi soir. Alors, Thierry Volton. Moi, je serais l'État islamique. Pardon, je serais l'État islamique, je serais très vexé. Je ne plaisante pas, parce que je veux dire, on nous vole la vedette quelque part. N'oublions pas que ces attentats servent aussi à une cause, qui est la cause de l'État islamique. Donc là, je veux dire, comme la cible est déplacée par l'État russe, évidemment, il y aura peut-être une tentation. Alors, je ne sais pas s'ils ont les moyens, mais de taper une deuxième fois pour dire, écoutez, là, ça suffit. C'est quand même une première chose. Deuxièmement, on en rigole, mais c'est quand même très triste. Deuxièmement, l'objectif, à mon avis, de l'utilisation que va être faite de cet attentat, c'est évidemment la mobilisation. Il est clair, moi je suis prêt à parier que dans les semaines qui viennent, il va y avoir un ordre de mobilisation justement pour lutter contre l'Ukraine, etc. Et or, n'oublions pas que on le sait très bien que l'armée russe est en difficulté vis-à-vis de la future offensive possible qui aurait lieu après le printemps, en tout cas cet été, l'été allant jusqu'à octobre-novembre, disons. Et donc ça correspond exactement à ce que disait Galia, avec cette volonté qui a été annoncée par Shoigu de créer 2 divisions, ce qui n'est pas rien, parce qu'ils ont besoin d'hommes pour mener cette offensive. Et à ce moment-là, on le sait, les armes occidentales ne sont pas encore tout arrivées, particulièrement les avions, par exemple. Et donc, il y a une fenêtre d'opportunité, je dirais, des Ukrainiens, des Russes, pardon, excusez-moi, une fenêtre d'opportunité. Évidemment, je pense que l'utilisation de cet attentat va servir à mobiliser des hommes et essayer de percer ce front qui est immobilisé depuis presque 1 an et demi. Alors on vous explique que vous voyez à l'antenne depuis quelques instants, c'est au moment, quelqu'un qui filme manifestement au téléphone portable, on entend les tirs et on voit courir, alors ça y est, ça vient de disparaître, mais c'est sur la gauche, on voit courir des enfants qui vont se mettre aux abris. Encore une fois, le maire a tout de suite encouragé les Ukrainiens à aller se mettre à l'abri. J'insiste un peu, pardon, lourdement, mais on peut quand même facilement se mettre à la place des Ukrainiens, compte tenu de ce que Poutine leur a mis sur le dos depuis vendredi soir. Ils sont terrorisés. Il faut lire le dernier édito de Galia Karman dans Desk Russie et sa conclusion notamment. Vous savez ce que c'est là, ce qu'on voit à l'antenne?
c'est du terrorisme. Bien sûr. C'est-à-dire que la Russie répond au terrorisme par le terrorisme, que je définis comme étant le ciblage volontaire, délibéré et de manière indiscriminée de cibles purement civiles. Vous voyez, regardez là, le bâtiment précisément a été détruit tout à l'heure. Exactement. Écoles, théâtres, hôpitaux, lieux d'habitation, tout simplement. De préférence de jour, pour que ce soit visible, spectaculaire, terrorisant, et maximiser les chances de tuer le plus de gens possible, parce que le jour, c'est-à-dire les frappes diurnes, sont des frappes qui ciblent des foules, des personnes, vous le voyez, qui vont au travail, qui sont dehors. Donc c'est en fait avoir la main la plus lourde possible face à l'horreur que vient de subir, si vous voulez, Moscou. Moi, je pense que le regard, en tous les cas, que je porte sur ce qui s'est passé à Moscou et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et on en a eu un aperçu samedi, et dimanche aussi dans une certaine mesure, c'est difficile à comprendre. La Russie est à la fois victime et coupable. Elle est victime sur un front, coupable sur d'autres fronts. Elle est victime du terrorisme islamiste et elle est coupable d'actes de terrorisme en Ukraine et d'actes de déstabilisation et d'ingérence sur tout le continent européen. Ça fait 2 ans et demi un peu plus de 2 ans que Poutine se livre à des actes de terrorisme. Oui. Et effectivement, vous faites bien de le rappeler parce que ça nous a tous frappés. Il est victime de terrorisme lui-même. On n'a pas parlé d'une chose. Après les attentats de Moscou, on a eu une petite fenêtre qui s'est ouverte sur le monde tel qu'il aurait pu être et non pas tel qu'il est. Un moment de solidarité rare de la part de Washington, Paris, plein d'autres capitales qui ont tendu une main à Poutine en disant, je cite le communiqué de la Maison-Blanche, l'organisation État islamique est notre ennemi commun. Ce qui est 2 choses, c'est une main tendue en disant, nous sommes pour lutter, si vous le souhaitez, contre cet ennemi qui est un ennemi commun. C'est aussi une claque sur Poutine en disant, c'est ça qui vient de te frapper, c'est pas les Ukrainiens. Et Amiral Vichot, vous nous disiez tout à l'heure que dans la gradation de la riposte redoutée de la part de Poutine, des tirs de journée. Ça, jusque-là, il tire plutôt la nuit. Oui, c'est ce que Gallagher vient très bien de dire. Effectivement, pour faire la terreur n'aura plus lieu seulement la nuit, elle va avoir lieu de jour, le jour où les gens sont obligés de circuler pour le travail et donc sont beaucoup plus vulnérables puisqu'ils sont sortis des abris. Et je voulais aussi revenir sur ce fait que les Américains, pourquoi c'est eux qui ont annoncé la menace? Parce que les Américains surveillent toujours attentivement aujourd'hui l'organisation de l'État islamique. On rappelle que les Américains avaient, en particulier début mars, parce qu'elle a travaillé au Pakistan. Pardon, on rappelle que donc les services de renseignement américains avaient prévenu leurs compatriotes en Russie de faire très attention à risque d'attentats dans des lieux de rassemblement. Et de concerts. Même encore plus précis, de concerts. Et évidemment, le Kremlin avait hurlé au fake. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Et vous nous dites, c'est parce qu'ils ont des oreilles. Eux sont en première ligne contre l'État islamique parce que effectivement, tout ce qu'ils font en soutien d'Israël, ils sont le grand Satan pour l'État islamique. Donc eux n'ont pas relâché leur effort de contre-espionnage, eux n'ont pas relâché leur effort d'observation, et donc ils ont des informations, et c'est assez logique, que les Russes qui sont entièrement focalisés sur l'Ukraine non plus. Donc c'était pas surprenant que les Américains préviennent les Russes, ça prouve qu'eux considèrent toujours aujourd'hui que la lutte dans le monde entier contre l'extrémisme violent, c'est un problème du monde entier, et ils sont prêts à communiquer les informations à leur ennemi du moment, pour essayer de désamorcer cette affaire. Mais dans la mesure où il persiste à dire que c'est l'Ukraine, il va devoir dire à ses compatriotes combien il renforce ses attaques sur l'Ukraine. Sinon, une partie de son argumentaire tombe. Je pense que les Russes vont mobiliser et qu'effectivement, le problème, c'est qu'ils font déjà tellement contre l'Ukraine qu'ils ne peuvent pas monter d'un cran sans aller... Sauf en homme. Pardon ? Sauf en homme. Mais pas tout de suite, ça va prendre quelques mois. Exactement. Ouais. Et pour ça, c'est pour l'été, grosso modo. C'est ça, mais d'ailleurs, il avait déjà annoncé, lors de son discours d'investiture, que l'étape suivante, ce serait de faire une buffer zone, une zone tampon, tout à fait, avec Kharkiv et toute la région de l'Est, à Izium, etc. Donc, il avait déjà préparé le terrain, Vladimir Poutine, à ce qu'il y ait une remobilisation pour conquérir cette zone-là. Vous avez raison. Est-ce qu'il a les moyens d'augmenter ou d'anticiper son calendrier militaire pour faire une percée plus importante sur le front, par exemple ? Je pensais que non.
Que s'il pouvait le faire, il le ferait. Il s'en priverait pas s'il pouvait le faire. Oui. Pardon ? Il s'en priverait pas s'il pouvait le faire. Ouais. Il s'en priverait pas, soyons clairs. Ouais. Alors est-ce qu'il a les capacités, ça, je sais pas. Surtout qu'il n'y a toujours pas assez de munitions sur le front ukrainien. Oui. Sur le front ukrainien, oui, parce que la question suivante, c'est comment les Occidentaux peuvent aider plus rapidement l'Ukraine face à la menace d'une vengeance de Poutine. C'est ce qu'on met en place, c'est cette coalition artillerie qui va acheter des obus là où il y en a dans le monde et non plus seulement des obus qu'on va faire pour ça. C'est cet appel du président à fournir rapidement des munitions par tous les moyens disponibles, alors, sachant que nous, on ne peut plus les donner. Grâce aux Tchèques. Grâce aux Tchèques. Sur les Tchèques qui ont eu l'idée, excusez-moi. Aux Sud-Coréens, enfin là-bas il y a des obus. Aux Sud-Coréens, on est en train d'aller chercher des missiles et des obus dans le monde entier. Cash pour alimenter l'armée ukrainienne. Mais le problème, c'est qu'il faut les acheminer, il faut les trouver, il faut les acheminer et surtout il faut les payer. Encore toujours à l'image, déjà. Les toutes premières images dont on dispose, Gallagher, qui montrent les frappes de cette nuit avec les dégâts, un immeuble effondré. Il joue gros là, Poutine, il a beaucoup à perdre. Puisque vous l'avez rappelé, il est allé à la télévision, il s'adressait d'ailleurs devant le collégium du FSB lorsqu'il a parlé des renseignements fournis par les Américains. C'est à ce moment-là qu'il a parlé à la fois de chantage et de tentative d'intimidation. C'est passé à la télévision, les Russes l'ont vu. Maintenant, le terrorisme a frappé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains savent mieux que les Russes ce qui se passe à Moscou et ce qui peut arriver à Moscou. Et ça, Poutine, si vous voulez, aura quand même du mal à le cacher puisqu'il est allé à la télévision en disant c'est que du chantage et de l'intimidation. Or là, il y a 137 morts et le bilan peut encore s'alourdir parce qu'il y a des gens qui sont en état d'urgence absolue à l'hôpital suite à l'attentat au Crocus City Hall. Poutine choisit de persister dans sa fable consistant à imputer cela à l'Ukraine, mais je rappelle qu'il y a un lion. Et il y a un lion qui... Le lion, c'est l'islamisme. Mais qui est réel. Mais pour l'instant, il choisit de l'ignorer en tant que tel. De toute façon, excusez-moi, il n'a pas le choix. Il est obligé de poursuivre son mensonge. Maintenant, il est enfermé dans un mensonge. Là, il va le poursuivre jusqu'au bout. À moins qu'il y ait 3 attentats islamistes qui se produisent dans le mois qui viennent. Ça, j'en sais rien. Mais là, c'est une opportunité qu'il a choisie de dire ce sont les Ukrainiens et donc on va y aller.